Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la suite du Focus sur Knave seconde édition. Donc là, on va rentrer dans les détails de Knave et de certains aspects du jeu, certaines subtilités que j'ai observées de ce que le jeu a proposé, pour un petit peu donner un petit peu plus de détails, hein, puisque évidemment quand on a un jeu qui fait 80 pages, où il y a pas mal de choses qui sont surtout des mots-clés, on peut se dire oui, mais les règles sur chaque point, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Oui, quand on met tout en place, hein, il suffit pas juste d'avoir le livre, il faut aussi avoir fait des tests, il faut aussi avoir réfléchi en amont au game design. Je pense que plus on s'approche de l'intention de l'auteur et aussi qu'on arrive à voir les ficelles ou les démarches, on peut facilement savoir si le jeu est fait pour nous ou pas. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez-y, mais je pense que si vous avez besoin d'être convaincu, je crois que c'est cette vidéo-là qui va être intéressante, et la dernière. Bref, alors, déjà, on va parler du fait de la posture du coquin, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est forcément c'est clair qu'on est des personnes qui n'ont rien à voir avec des héros de fantasy, mais est-ce qu'il y a moyen qu'on risque de se hisser à ce niveau, ou encore est-ce que c'est possible d'avoir des combats d'anthologie avec ce jeu? Alors, de ce que j'ai vu, oui, c'est très intéressant de pouvoir le faire, puisque le gain de caractéristiques est déjà plus intéressant. Le niveau maximum dans Knave, c'est 10. Dans la moyenne des jeux en système des 20, c'est 20. 20, c'est beaucoup. Les gens hésitent à jouer au-delà du niveau 12 parce qu'ils trouvent que c'est trop dur, patati patata. Je pars toujours du principe que c'est un aveu d'échec. Pas nécessairement des créatures, je précise, des joueurs, que s'ils ne peuvent pas jouer une partie de bout en bout du niveau 1 au niveau 20. Après, c'est facile pour moi de dire ça parce que soit je joue à des jeux qui n'ont pas de niveau, soit je joue des jeux qui ont des niveaux et que c'est très facile de suivre l'évolution du niveau 1 au niveau 20 ou du niveau 1 au niveau 10 dans le cas de Knave en fait. Pouvoir évoluer suffisamment est important et en fait la raison pour laquelle c'est un peu difficile parce que tout n'est pas forcément de la faute du joueur, c'est surtout le fait que je pense qu'il aurait dû peut-être y avoir une refonte dans la manière dont sont conçues les classes. Par exemple, c'est souvent dit que dans les systèmes des 20, qu'il vaut mieux commencer au niveau 3 ou 4 plutôt que de commencer au niveau 4. Mais qu'en est-il, et pour avoir joué des jeux qui datent de 2005, que si les bénéfices du niveau 3 ou 4 soient déjà présents au niveau 1? Est-ce que ça aurait pas été mieux de faire ça et en fait d'essayer de ramener vers le bas l'accessibilité en faisant en sorte que le contenu du niveau 4 soit déjà disponible au niveau 1 dans une nouvelle édition, ça aurait pu aider. Et en plus de ça, il y a le système, dans la plupart des systèmes des le système de fit, c'est-à-dire c'est des mécaniques cœur qui vont venir en faire évoluer le personnage, ou le gain d'autres feats qui vont venir se ranger. Et tout ça mis bout à bout, à raison d'une progression de tous les 1, 2 à 3 niveaux ou des évolutions d'anciennes formules, ça fait que la chose est assez difficile à suivre. Dans le cas de Knave, il y a 10 niveaux, chaque progression de caractéristique, tu n'as pas un point de caractéristique, mais 3 points exactement comme au niveau 1. Comme on est au niveau 10, je crois que tu peux gérer l'évolution, on ne te dit pas à quel niveau tu peux mettre cette progression. Ça sera en accord avec ma façon d'évoluer dans les règles personnelles de la vidéo qui va suivre. Mais en tout cas, au niveau 10, du niveau 1 au niveau 10, les choses sont faciles à suivre. Le gain de caractéristiques, sachant que ça donne 3 points à chaque progression de caractéristiques, tout en sachant que c'est souvent 3 progressions qu'il y a dans les systèmes des 20, on est quand même sur un excellent score. Et pour peu aussi que les joueurs, ou enfin le meneur de jeu peut donner en récompense du genre, je vais vous donner un exemple, mais par exemple, quand moi j'ai fait ma campagne de Nevermore, c'est une campagne pour True 20, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours une espèce de code couleur que les caractéristiques correspondent à des couleurs. Et du coup, il y a ce qu'on appelle des orbes d'habilité. Une personne les brise avec vraiment l'intention de le briser. Elle se brise, la personne gagne un point de caractéristique définitivement. Alors, c'est pas un truc que tu dois utiliser tout le temps, mais en mettant des petites récompenses comme ça, plus la progression de caractéristiques, on est plutôt bon. En plus, le gain de caractéristiques est plutôt efficace
et le système de base de progression de caractéristiques est plutôt intéressant. En gros, c'est ça. Chaque niveau, tu lances un dé. Et en fait, niveau 1, tu lances un D6, niveau 2, tu lances 2D6, niveau 3, tu lances 3D6, etc., etc. Si tu fais un résultat inférieur à ton résultat de niveau précédent, tu prends le résultat précédent et tu rajoutes 1. Ce qui fait que tu as un bon moyen de fiabiliser. Mais quand même à la fin, tu finis par avoir une bonne zone de caractéristiques. Surtout qu'il ne faut pas oublier que tu as les PV qui sont l'équivalent des blessures légères et les blessures qui sont des emplacements, l'emplacement où tu tiens des trucs qui font office de blessures graves. Quand tu arrives à 0 PV, tu ne meurs pas. Tu meurs que si tous tes emplacements de blessures sont remplis. Donc il faut faire attention aux attaques sournoises, aux attaques directes, ou encore au meneur de jeu qui a envie de faire des noces pourpres. Voilà. Moi, je trouve ça très effrayant que des meneurs de jeu commencent à dire si on faisait un truc du genre les noces pourpres. Non, en fait. Le typiqué, c'est pas censé être quelque chose de normal. C'est pas une culture de jeu, ça. Voilà. J'ai failli rajouter quelque chose qui, à propos, mais qui n'a pas à voir avec le jeu de rôle. Mais allez, je me le réserve. Hein, voilà. Ensuite, la logique de l'OSR est plutôt pas mal, puisque on va quand même rappeler la logique de l'OSR. La définition de l'OSR est sujet à débat. Ce que je vais donner, c'est une convergence qui me semble être pertinente. Pour moi, l'OSR, c'est un mouvement, l'Old School Revival. Le but, c'est de revenir à une expérience beaucoup plus simple de l'ADN du jeu, du système de jeu, en tirant des leçons de game design, d'éléments de jeux vidéo, de jeux de société, de jeux de plateau, en gros de jeux en général, y compris le jeu de rôle évidemment, pour tirer des leçons du passé et de rendre une expérience plus simple et plus accessible tout en ayant un élan de modernité. Knave y arrive plutôt bien. Alors, tous les jeux qui sont de la mouvance OSR ne sont pas reçus de la même façon, vous en doutez. Lorsque les Sunshawls, c'est pas un Shadow Dark. Un Shadow Dark, c'est pas un Knave. Un Knave n'est pas un autre jeu, genre un Dungeon Crawl classique. Ça sera à vous de voir comment c'est géré, et puis surtout, à quel moment s'arrête l'expérience à l'ancienne, comme on a tendance à le dire. Il y a certains jeux qui se revendiquent à l'ancienne, mais qui font écho à la 3.5, tandis qu'il y a des personnes qui disent que ouais, mais la 3.5 elle n'est pas encore vieillotte parce que il y a des gens qui ont rejeté la 4e et la 5e édition du jeu le plus populaire de tous les temps, et pourtant en fait la 3e édition, la 3.5 existe encore. Donc c'est sujet à débat, mais cette volonté où les caractéristiques font office d'interprétation, de grandes interprétations, que le système de jeu, l'ADN de jeu, donc les sous-mécaniques et les mécaniques majeures, soient beaucoup plus purifiés, beaucoup plus simples, en accord avec le game design, c'est quelque chose que Knave arrive à faire assez facilement. Par exemple, pour se déplacer, pour les gens qui aiment beaucoup, par exemple, le dungeon crawling, des fois, ce qui gêne avec le dungeon crawling, c'est de penser en case par case, chose qui n'est pas présente dans Knave, par exemple. On est dans une salle. En fait, quand on vous disait de mesurer le temps dans Knave, c'est parce que chaque chose prend du temps. Par exemple, quand on vous dit que quelque chose dure un tour peut vouloir dire 10 minutes en combat, mais en dehors, peut vouloir dire 10 minutes, ou même certains pouvoirs te disent un round ou un tour, et en fait c'est un tour de jeu. Ça sera à toi d'interpréter de quelle manière que tu vas devoir faire les choses. Et puis surtout avec le système de mots-clés, il y a moyen d'imbriquer certaines choses pour pouvoir essayer d'enjoliver le jeu et de rapporter des éléments qui sont beaucoup plus simples de certains autres TTRPG et pas forcément ceux que l'on croit. Ensuite, pour l'équipement, il faut savoir qu'un des éléments de game design qui était important, c'est le fait que dans le game design, une des inspirations, c'est Zelda Breath of the Wild, surtout par rapport à la durabilité des objets. Les objets sont des éléments qui finissent par s'user, par se détruire, etc., etc. Par contre, à aucun moment donné, on vous dit que les objets qui sont brisés ne peuvent pas être récupérés. Pourtant, moi, j'ai une règle, par exemple, qui est personnelle. On va commencer déjà avec une petite règle personnelle qui fait que, pour moi, quand un objet magique, entre guillemets, ou spécial se brise, il ne peut pas être réparé. Ça, c'est une petite règle qui est personnelle. Mais, par exemple, dans l'exemple,
imaginons que vous avez une hachette, la hachette s'est brisée à cause d'un échec critique, puisque pour le rapport à l'échec critique, tu fais un naturel, c'est foutu. L'objet peut se briser de la même manière aussi que si tu tapes de toutes tes forces avec une arme, tu décides de rajouter des dégâts. La conséquence d'un succès critique, c'est que ça te donne une action gratuite. En gros, il faut faire 21 ou au-dessus. Bon, tout en sachant qu'on va pas se mentir, très souvent quand tu vas faire un 20 naturel, c'est que très probablement que la caractéristique associée, elle sera quand même déjà bien engagée, à moins que tu n'aies pas de points dans la caractéristique en question. Le choix des caractéristiques et aussi le choix des carrières va justement vous permettre de donner une petite piste là où vous allez devoir mettre en avant votre expertise et aussi ce que vous avez l'intention de faire jouer en fait. Et au travers justement des équipements, il y a aussi les manœuvres, puisque en gros vous avez les attaques normales, mais pouvoir faire trébucher, pouvoir désarmer, pouvoir faire certaines autres options, ces manœuvres existent bel et bien. Tu fais un test d'attaque normalement, c'est juste que tu n'appliques pas de dommages, tu appliques les effets spéciaux. Ce qui fait que par exemple, un personnage que vous avez qui est contrôlé et que vous contrôlez par une liche et qu'il y a une volonté de devoir exorciser cette personne parce qu'elle est possédée, le but ne sera pas forcément de faire des dégâts, même si par exemple la personne aurait une arbalète et vous aurez visé, mais en fait le but ça sera peut-être de le désarmer. On est dans cette explication et ce rapport du jeu de rôle qui commence à se faire autrement, où on n'oublie pas, dans cette mouvance actuelle du jeu de rôle, on n'oublie pas la posture narrative, soit imposée par le jeu, soit tout simplement dans le champ des possibles. Qu'on pense en termes de j'attaque, je défends, je pars, je tank, etc., etc., on commence à s'éloigner de ça, et je pense que c'est une très bonne chose, parce que je pense que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal dans le jeu de rôle. Comment tu veux le faire? Ça peut juste être répondu par un test avec ajout de caractéristiques plus expertise, mais aussi, pour peu que vous avez pensé à la manière de faire ou que vous avez un plan déjà bien établi, comme on récompense les plans en faisant en sorte que les plans bien ficelés sont bien échafaudés et réussissent automatiquement, on a un process dans la réussite qui fait que les jets de dés ont des passages moins frustrants. Il n'y a pas de ventre mou dans le système, par rapport à la majorité des systèmes des vins. Et puis surtout, le système de vie, bon, il est plutôt bien élaboré, j'en ai déjà parlé, hein. Tu rajoutes des PV progressivement, ça a l'air pas mal. Là, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Le système de magie. Moi, je considère que c'est un système de magie avec énormément de révérence. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui n'aiment pas forcément les systèmes de magie, ou plutôt le magie everyday. Le magie everyday, il n'est pas systématique en fait dans le jeu. C'est que les livres compilent de la magie, et les livres compilent de la magie des sortilèges dont la puissance est variable selon l'intelligence du personnage, et on échappe aussi à cet écueil la magie. Il faut qu'un personnage dure 20-30 ans de sa vie à pouvoir maîtriser des sortilèges, peu importe son niveau. Les sortilèges arrivent à être puissants, même au niveau de base, même en sachant que tu as un en intelligence, arrivent à être efficaces. Ce que je veux dire par là, c'est que l'obsolescence, ou l'idée qu'il y ait des sorts qui servent vraiment à rien et que sont trop circonstanciels, évidemment qu'il existe des sorts circonstanciels, mais pas tant que ça. Il existe des sorts efficaces, il existe des sorts variés, il existe des sorts plutôt généreux, mais cette générosité est toujours payée par un prix, et ce prix, en fait, c'est pas un emplacement de magie, c'est un coût d'utilisation par jour. Tu peux utiliser le livre qu'une fois par jour, tu dois savoir quand l'utiliser. L'idée du mage qui ne sait pas se battre au corps à corps, il faut vite oublier. Il faut que tu trouves un moyen de pouvoir te débrouiller si jamais tu viens à tomber à court de magie. Et c'est tout aussi valable aussi avec la magie des reliques, que ta magie soit reliée à un objet, ou encore que tu possèdes des sorts innés, etc., etc. Tu peux, l'avantage que tu auras par rapport aux gens qui utilisent les sorts par les livres, c'est que tu pourras lancer plusieurs fois le même sort. Mais ça veut aussi dire que tu as un nombre limité de sortilèges à faire. Et c'est une petite observation que j'ai eue par rapport au jeu, c'est que il y a une espèce de liberté qui peut être facilement problématique,
c'est quand tu vois que quelqu'un peut lancer plusieurs fois le même sort d'affilée, il serait tenté de le faire. Et si il vient à l'utiliser et qu'il l'utilise à mauvais escient, ça peut très très vite se retourner contre lui. Donc ce système de magie-là, il est plutôt pas mal. Ensuite, évidemment, le système de patron. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas familiers avec le système de mot patron, c'est en gros, c'est une grande figure qui possède des pouvoirs au-delà de la norme et qui possède ça dans une échelle supérieure, et ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un élémentaire majeur, un dragon, une fée, un mage qui a vécu pendant trop longtemps et qui a une évolution par rapport à un être conceptuel. Ça peut être une divinité locale, genre Mononoke. Ça peut être une divinité, ça peut être un type de diable, ça peut être un ange. Ça peut être un ange qui couvre un certain domaine. Ça peut être une créature, un gardien du monde astral. En gros, c'est une espèce de grande figure qui est au-delà de l'échelle physique et qui est au domaine surnaturel du métaphysique, qui apporte certains bénéfices. Alors évidemment, on peut faire le plus simple, c'est-à-dire que les personnages, ces créatures-là, ces patrons-là te donnent des bénédictions. Mais il peut aussi te donner des sorts, ou il peut te donner un objet iconique. Et à ce moment-là, la manière dont tu appliques ça, c'est-à-dire par exemple des bénéfices du style une bénédiction, un sortilège inné, etc., etc., il y a toujours moyen de jongler. La raison pour laquelle c'est pas rentré dans les détails comme ça, en tout cas de ce que je vois, j'ai vu de ce que disait Questing Beast, c'est surtout qu'il y a une volonté de vouloir faire le meneur de jeu renouer avec la préparation. Et là, je veux dire, il prêche un convaincu. Moi, je suis persuadé que la préparation, c'est quelque chose qui est très très importante. Et j'ai déjà fait 2 vidéos sur la préparation. Une qui explique un petit peu l'anatomie de ma méthode de concevoir après les réflexions qu'on a eues. Je le rappelle, on prévoit en fait la manière dont on construit un scénario dans le commerce, la manière dont on construit un scénario en tant que meneur de jeu, c'est 2 choses différentes. Mais au fur et à mesure du temps et de l'évolution du jeu de rôle, comment se fait-il que les gens n'aient pas tiré de leçons de ça? Et du coup, j'ai apporté ma réponse et en plus, j'ai fait une analyse dans ma rubrique de mon côté de l'écran d'un scénario que j'ai prévu pour CNE seconde édition avec justement cette idée OSR que j'ai totalement embrassée puisque moi, quand je joue à des jeux, bon, je joue aux jeux que je préparais, mais après, quand j'ai commencé à me tourner vers les jeux du commerce, l'OSR pour moi a été une excellente porte, puisque on est de retour vers une interprétation, et aussi la manière dont je peux agencer les différents éléments, et aussi comment mettre forme dans différentes interprétations possibles, c'est quelque chose qui est faisable. Je dirais même que c'est probablement pour ça que les objets magiques ne sont pas présentés dans le jeu. Et ça, c'est un truc que certaines personnes commencent un peu à démêler. Il y a des voix qui commencent à se démêler un peu par rapport aux objets magiques. Les objets magiques, c'est pas censé être une récompense en tant que telle. Ouais, j'ai déjà eu des cas où des joueurs m'ont engueulé parce que oui, il n'y a pas eu de récompense en objet magique, comme si c'était évident. La personne ne connaît même pas le jeu dont il prétend avoir pris la source, mais il est persuadé que les objets magiques, c'est une récompense. Les objets magiques ont été une récompense pour des meneurs de jeu qui voulaient surtout satisfaire les joueurs et changer leur perspective vis-à-vis des joueurs. Tu peux donner des récompenses qui sont des objets magiques, mais ce n'est jamais automatique. Voilà. Ça a fait énormément de mal d'avoir vu des meneurs de jeu qui, en fait, plus juste par peur, parce qu'ils voulaient bien se faire voir, qu'ils décident d'amener certaines choses sans comprendre la portée de ce que ça mène. Le pire dans tout ça, c'est que quand tu regardes les mots-clés concernant les aspects, concernant les éléments, concernant les propositions, par exemple l'alchimie, la manière de construire une potion, etc., etc., c'est facile de concevoir un objet et de créer une disparité. On va voir ça dans la vidéo d'après. Mais les objets magiques, je trouve que c'est une bonne idée de ne pas l'avoir mis. Certains jeux que j'apprécie, quand on te parle d'objets magiques, on t'en parle pas avec révérence, mais on t'en parle comme quelque chose qui existe, c'est une option qui est possible. Donc il n'y a pas tout un attirail d'objets, puis on va dire ouais, vas-y, c'est un objet magique, c'est un objet spécial. Je dis bien objet spécial au lieu d'objet magique parce que par exemple, tu peux très bien jouer dans le setting futuriste, le problème reste le même. Voilà. Si ils ont décidé de garder par exemple les livres de magie ou les bénédictions dans Knave
avec quelque chose de difficilement accessible, l'autre pour des raisons logistiques, l'autre c'est pour des raisons pratiques et d'allégeance, il y a une raison. C'est parce que, en fait, les caractéristiques apportent déjà leur lot de bénéfices. Il vaudrait peut-être mieux commencer par ça. Pourtant, il y a bien un truc qui a été ajouté, c'est que, à la création, tu peux rajouter des livres à des personnages qui ont un modificateur positif dans l'intelligence. Et je pense que c'est déjà un bon pas qui est fait. Ensuite, pour ceux qui sont tournés vers le charisme, avoir un compagnon, bah, c'est pas mal. Imaginez que, par exemple, vous allez traverser une période de crise, vous allez avoir du mal à faire du commerce parce que le niveau de fortune du village est en train de descendre et que le village va bientôt disparaître, que vous décidez de partir aider parce que vous êtes les personnes les plus capables du village. Ben, par exemple, le voisin qui a écouté et qui a dit « Eh ouais, mais en fait, vous partez à l'aventure, je viens avec vous » et il devient un compagnon. C'est un choix qui est totalement envisageable en fait. Donc, la manière dont la magie est traitée est plutôt pas mal en fait. Et puis, de toutes les façons, bon, si on doit parler du traitement des objets magiques, ou plutôt en conclure, c'est que les objets magiques, c'est pas des bonbons. Même dans un monde où il existe la magie, la disponibilité d'un objet magique, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas capable de maîtriser la magie, qui viendrait avoir des objets qui permettent d'utiliser la magie, est censée, pour des raisons de pertinence, être quelque chose de rare. Mais pourtant, il y a des gens qui le distribuent comme des bonbons. Est-ce que la satisfaction éphémère vaut le coup de pouvoir en fait miner les choses? Ben, est-ce qu'on doit blâmer la majorité pour avoir fait les choses de travers dès le départ? Ou plutôt, est-ce qu'on doit conscientiser l'individu pour pouvoir lui faire comprendre en quoi c'est une erreur? Ben, moi, j'ai préféré prendre la seconde solution. Voilà. Et puis ensuite, pour la construction de pouvoir gérer les choses, chaque sujet de conversation, chaque sujet d'élément de règle est traitable, ou plutôt est traité en 2 pages maximum. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Tu as envie de traiter quelque chose, tu as un PDF, tac tac, marque-page, clac, tu sais que la page celle-là et celle d'à côté, ça va être ce qui va pouvoir aider. La rubrique magique est un peu plus longue, mais c'est parce que c'est pour pouvoir designer des sorts ou encore designer certains objets, des reliques divines, etc., etc., pour pouvoir aider. Puisque bon, tu as une ribambelle de sorts qui est proposée, enfin une centaine, mais il n'en demeure pas moins que, au travers des 100 sorts qui sont proposés, tu peux décider que certains sorts sont un sort divin. J'ai parlé de la simplicité à laquelle on gère les règles, concevoir les personnages, concevoir les créatures, mais évidemment, designer la magie, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, et je dirais même que le fait que la magie n'a pas de niveau, n'a pas d'emplacement, etc., etc., on a une magie très terre-à-terre, très puissante, utilisation limitée, ce qui fait qu'on a énormément d'outils pour pouvoir traiter la magie, ou bien pour ceux qui aiment, comme moi par exemple Ryutama, où par exemple tu peux avoir un objet et l'objet a un trait particulier. Par exemple, tu peux tomber sur une rapière et puis la rapière, elle est sertie de joyaux, elle est élégante. Ben, par exemple, tu peux faire en sorte de te faire un objet, la rapière, et comme elle est élégante, quand tu la portes à ta taille, ou quand tu sors l'arme, ben cette arme-là donne par exemple un petit bonus de charisme, ou encore par exemple elle permet aux gens autour de toi de mieux avoir de disposition par rapport à toi. C'est une manière de faire les choses. Mais n'oubliez jamais, que ce soit vos armes et vos outils, ne vous y attachez pas. À un moment, ils viennent à être brisés. D'ailleurs, ça c'est un gros sujet de conversation. Est-ce que ça vaudrait tant le coup que ça que, par exemple, sur un échec critique, ton arme se brise? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait un truc pour contrer ça? Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de terre à terre, et c'est pas une erreur d'avoir fait en sorte que ce soit sur un échec critique que ton arme se brise, puisque tu fais bien moins de jets qu'à l'accoutumée. Sauf en combat où ça devient très musclé. De toutes les façons, une personne qui joue dans Knave se doit d'avoir plusieurs armes sur lui, et je dis bien sur lui, pas sur la mule ou sur le cheval, et après vous êtes surpris que vous n'avez pas droit aux équipements, puisque le temps d'aller chercher la mule, si vous êtes dans un donjon, de sortir l'arme, etc., etc.,
bon, c'est pas la mule qui va avoir le réflexe de venir vous protéger. En tout cas, si on le pense avec une logique de comment les gens perçoivent les mules. Oui, parce que en fait, je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a des gens qui, quand tu regardes les stats de la mule, c'est pas la seule fois que je vois dans un TTRPG les gens sous-estimer des créatures. Dans Blue Rose, les dauphins, j'ai vu les stats, j'ai dit non, les gens ne se rendent pas compte à quel point le dauphin c'est puissant. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'une mule, donc un âne, c'est balèze. Il fait office d'appui en Afrique comme le chien de garde et il peut tuer aisément une hyène. Voilà. Il y a même une vidéo, il y a eu une dame là, une grosse menteuse. Voilà, je dénonce. Parce que elle disait à son cheval, ah c'est ok, parce que en fait, il y a un autre cheval qui a emmerdé une mule et la mule a buté le cheval. Et rapidement. Et la dame, ah c'est ok, it's ok. Bande de menteuse, là. C'est pas possible, hein. Mais bref, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a la perception de certaines créatures. Alors des fois c'est pour des raisons de jeu, par exemple pourquoi les compagnons animaux n'ont pas les mêmes stats que les compagnons, que les créatures en forme de stat block. On sait que c'est pour des raisons mécaniques, pour éviter que la créature soit trop puissante, etc. etc. Mais pourtant, l'autre cas, où une créature pourrait avoir des profils de base, puisque je me souviens que j'avais fait un archétype spécial dans Pathfinder première édition, où j'ai donné accès à une créature et la créature avait la stat adéquate, ben que ça fonctionnait plutôt bien. Et que c'était pas éclaté pour autant, c'était pas pété pour autant, où les gens arrivaient à rouler sur le jeu. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Et puis surtout, on a laissé de la place pour les moments de non-aventure, c'est-à-dire les moments où tu t'amuses, où tu vas gérer ton business, où tu vas exercer son métier, parce que chaque métier a un niveau de revenu particulier. On t'explique que les activités qui sont en dehors de ton métier, combien tu es payé de manière journalière, et que tu peux avoir un business, que tu as par exemple l'impôt que tu dois payer pour ta propriété, etc., etc. C'est des choses qui sont plutôt bien calculées. Alors, la partie peut-être qui va être la plus gênante pour les gens qui sont habitués à certains systèmes, vous avez vu, j'ai appuyé sur le A de habitué, c'est le fait que il y a le système de pièces d'or, pièces de cuivre, pièces d'argent, tout ça. Si je vous conseillerais de regarder sur le système monétaire de base, donc en chiffré et en numérique, plutôt que de vous baser sur le système de pièces. Après, on va pas se le cacher. Le système de pièces, pourquoi il est important? C'est pour montrer les différences de milieux de vie. Par exemple, les milieux qui sont très très pauvres vont plutôt mieux réagir avec des pièces de cuivre, tandis que les milieux un petit peu intermédiaires vont réagir avec plus des pièces d'argent et des pièces d'or. Mais si tu donnes une pièce d'or à un pauvre, ça peut lui valoir des problèmes. Par exemple, genre un voisin qui est jaloux, ou un voleur qui a vu que la personne a reçu une grosse récompense. Donc c'est surtout pour des contraintes, on va dire, c'est plus pour des contraintes de narration que ce système de pièces a été fait. Si vous êtes des grands fétichistes de l'objet, je pense que ce soit en numérique ou en système de pièces, c'est plutôt bien géré, mais comme le système de change varie d'un jeu à l'autre, bah, ça sera à vous de voir comment gérer ça. C'est pas incompatible, c'est même mentionné, mais pour autant, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien de souligner, qui est cela à disposition. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour parler de certaines subtilités. Hein. Voilà, évidemment, il y a pas mal de choses que j'ai tues. Ça sera quelque chose qui sera explicité dans l'avant-dernière vidéo. Donc là, justement, on va aller vers l'avant-dernière vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, plus précisément à demain pour la suite. Allez voir les vidéos du début de la playlist pour que vous voyez un petit peu de quoi je parlais concernant Knave et de certaines subtilités. La prochaine fois, on va plutôt traiter des petits modificateurs, les petites règles personnelles que je fais pour améliorer le jeu, ou encore des règles alternatives pour un petit peu essayer de changer d'une campagne à une autre. Comment je fais? On va voir ça la prochaine fois. Salut à tous.